Nous sommes jeudi 14 mai 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bienvenue à cette édition en française de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. Jackson Simanani, alias Kilahuata, principal agent de change du Burundi, a été retrouvé mort étranglé avec une corde dans la matinée de ce jeudi dans un caniveau du quartier Nyakabiga, commune Mukaza, au centre de Bujumbura. Sa famille avait alerté sur son enlèvement ce mercredi soir par des personnes qui seraient des agents des services de renseignement. Le représentant de l'OMS au Burundi et 3 autres experts sont désormais persona non grata au Burundi, a annoncé le gouvernement ce mercredi. Ils seraient accusés d'ingérence inacceptable dans la gestion du coronavirus au Burundi. Et la police burundaise persiste et signe. Elle accuse pour la deuxième fois le parti CNL d'être de loin le principal fauteur de troubles dans cette campagne électorale. Des accusations que trouve non fondées le secrétaire général du Forum pour la conscience et le développement, Fokodé. Vous allez le suivre au cours de cette édition. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Le changeur de monnaie de renom Jackson Simanani, connu sous le sobriquet de Kilahuata, a été retrouvé mort ce jeudi. Il avait été enlevé mercredi soir par des hommes en tenue policière, identifiés comme des agents du service de renseignement. Kilahuata a commencé d'être dans le collimateur du pouvoir au mois de septembre l'année passée. Et quand il a été jeté en prison dans moins de 5 mois, Kilahuata est le 4e changeur de monnaie assassiné à Bujumbura. Les détails avec Thierry Bigrindavi. Dans la matinée de ce jeudi vers 7h, les passants ont vu le cadavre de Jackson Simanani, connu sous le sobriquet de Kilahuata. Il était étendu dans un caniveau sur l'avenue de l'imprimerie, communément appelée avenue de la mort, dans la zone Nyakabiga, commune Mukaza, à mairie de Bujumbura. Kilahuata était considéré comme le principal cambiste de la ville de Bujumbura. Ce mercredi 13 mai, dans l'après-midi, Kilahuata avait été enlevé alors qu'il sautait dans un sauna 6 Hero au centre-ville de Bujumbura, sur la bifurcation du boulevard de l'Indépendance et de l'avenue de l'Université. Les ravisseurs étaient en tenue policière et roulaient dans une voiture Toyota TI immatriculée HA 8105 à vitre teintin. De témoins sur place disent avoir reconnu des officiers du service national de renseignement, Mathias Nyonzima, Atian Douimana, et un autre agent du même service national de renseignement du nom de Menas Nibigira qui conduisait la voiture. La voiture utilisée par les kidnappeurs a été identifiée comme appartenant à un autre cambiste appelé Munyonge, connu pour ses acquaintances avec les agents du service national de renseignement. La police dit avoir entamé des enquêtes et précise avoir appréhendé un suspect. Les derniers mois du changeur de monnaie Jackson Simanani alias Kilahuata ont été des moments d'angoisse. Son calvaire avait commencé au mois de septembre l'année dernière. Lui, son fils et ses 2 employés avaient été arrêtés sur les lieux de travail au centre-ville. Ils étaient accusés d'avoir violé la réglementation de change imposée par la BRB. La police avait aussi saisi un montant de plus de 100 millions de francs burundais et de 54 000 $ américains que Kilahuata avait dans son bureau de change. L'argent a été déposé sur le compte du Trésor public à la BRB. Après la nouvelle loi de la BRB du 17 septembre 2019 portant sur la réglementation des bureaux de change, plusieurs changeurs de monnaie ont déjà été tués au Burundi. Entre autres, une femme, Mariam Nikiza, connue sous le sobriquet de Nyota, assassinée devant son portail à Buyenzi 14e avenue numéro 44 dans la commune Mukaza de la mairie de Bujumbura. C'était la nuit du 18 janvier 2020. Le 5 janvier de cette même année, Jérémy Ngendakuriyo avait été enlevé et son cadavre trouvé le lendemain à Gikungu dans la zone Gihosha, commune Nahangwa. 2 semaines avant, Onésime Nilanibagira, un autre cambiste, avait subi le même sort. Son corps sans vie avait été trouvé à Buterere dans la même commune de Nahangwa. Les agents du service de renseignement sont soupçonnés d'être derrière ces assassinats. Dans tous ces cas, la police a entamé des enquêtes, mais qui n'ont rien donné jusqu'à aujourd'hui. Merci à Thierry Bigirindavi. Ceux qui font la campagne continuent de transporter beaucoup de gens dans des véhicules qui ne sont pas réservés au transport des personnes et à grande vitesse. L'annonce a été faite ce mercredi
par le porte-parole de la police, Pierre Ngourikié, accuse également le parti CNL d'être le principal fauteur de troubles dans cette période de la campagne électorale. Suivez-le. Ceux qui vont dans les campagnes, ils ont continué à transporter beaucoup de gens à bord de leurs véhicules, et surtout les véhicules qui ne sont pas destinés à transporter les passagers. Ils sont aussi à une grande vitesse. Il s'est remarqué également des injures lancées par les militants du CNL, surtout à l'endroit de ses opposants. Actuellement, il s'observe des campagnes faites après les heures de la campagne. D'autres crimes qu'on peut enregistrer, ce sont les crimes de bagarre commis toujours par les militants du CNL envers ces 10 partis au pouvoir. Il s'est observé également ce genre de crime à Gihogazi, de la province Kalouzi, le 11 mai, où les Imbonerakure ont attaqué ces 10 partis CNL en plein meeting, endommageant même leurs voitures trouvées sur place, les accusant d'effectuer une campagne dans un endroit illégal. Mais le parti CNL avait une autorisation. Il y a aussi un militant du CNL qui a été grièvement blessé par 3 militants du CNDD-FDD. yakubiswe arababara cyane n'abanywanyi batatu b'umugambwe CNDD-FDD. La police du Burundi continue à accuser de façon flagrante les membres du parti CNL. Selon elle, ces derniers sont les seuls auteurs des infractions commises pendant la campagne électorale. Et pourtant, les médias ne cessent de rapporter les abus de la milice Imbonerakure. C'est ce que dénonce l'avocat et secrétaire général du FOCODE, Maître Janvier Wigriman. Le comportement est bizarre parce que c'est un comportement qui viole les lois burundaises, en particulier la Constitution, mais aussi la loi de 2017 qui régit le fonctionnement des actions de la police nationale du Burundi. Nous devons préciser que les rapports des ONG nationales et internationales en rapport avec la défense des droits humains précisent par contre que la milice Imbonerakure, les membres du CNDD, sont les plus impliqués dans des crimes qui sont commis contre les membres du CNL, et la correspondance du 8 mai 2020 du président du parti CNL à l'endroit du président de la CENI démontre que les membres du CNFDD sont davantage impliqués dans des actes de fraude électorale, d'où aujourd'hui les crimes, mais aussi les actes de fraude ou les tentatives de fraude électorale qui sont accusés à l'endroit des membres du CNL ne sont pas du tout fondés. Nous pensons plutôt que cette police est en train de s'aimer une sorte d'insécurité, une sorte de zizanie au pays, et cette police est en train de violer non seulement la Constitution, mais aussi la loi régissant la police nationale du Burundi. À titre d'illustration, l'article 290 de la loi de la police nationale du Burundi précise que cette dernière est encore non partisan. Ceci dit que la police du Burundi n'a pas le droit, et selon la loi, de s'ingérer dans le fonctionnement des partis politiques parce que encore qu'il ne peut en aucun cas être partisan. L'article 309 précise que la police nationale du Burundi doit respecter et faire respecter la Constitution, les lois et les règlements, mais dans le cas d'espèce, nous sommes en face d'une police qui ne respecte pas la loi et qui ne peut pas faire respecter la loi parce que nous avons une catégorie de citoyens, des membres du CNL qui sont violentés par les membres du CNFD, mais ces derniers sont à l'abri des poursuites judiciaires qui devraient s'imposer compte tenu des agissements de ce parti au pouvoir, notamment à cette période de campagne électorale. Poursuivons cette édition toujours par cette campagne électorale en cours. Il s'adresse à un même peuple, mais avec deux regards complètement opposés. Le premier, Évariste Ndayishimiye, pendant sa campagne, estime que le Burundi vit dans l'opulence, une opulence qui, pour le candidat du CNDD-FDD, est intervenue après la tentative de coup d'État du 13 mai 2015. Selon Évariste Ndayishimiye, ce qu'il qualifie de colon se sont trompés en prenant des sanctions contre le pouvoir de Bujumbura. Suivez. Les colons qui les avaient envoyés se sont ensuite dit « Faisons alors mourir les Burundais de faim ». Comme c'est impossible de les tuer avec les armes. Ils pensaient avoir pris des sanctions contre nous.
Tout de suite, après, notre Dieu a béni notre terre. Nous avons récolté et même la faim qui nous assaillait s'en est allée. Applaudissons notre Dieu. Ça ne s'est pas arrêté là. Il disait que le Burundi n'avait pas assez d'argent pour le faire vivre pendant une année. Il prétendait que ses colons nous assistaient à hauteur de 52%. Et quand ils nous ont lâchés, les 48% sont devenus 100%. Et nous avons même eu un surplus que nous avons donné aux communes. Dieu nous a beaucoup gâtés de miracles. Quand avez-vous vu avec les anciens pouvoirs trouver 500 millions à donner aux communes et continuer à fonctionner comme il faut? Dieu avait voulu nous révéler des choses. C'est pour cela que ce jour n'est pas un jour de regret. Observez bien. Observez certains politiques traîtres. Aujourd'hui, ils marchent en maugréant. Ils ne font que maugréer parce que leurs vœux sataniques ont échoué. Et c'est pour cela qu'ils maugréent. Vous les entendrez dire « Le Burundi est pauvre. Le Burundi a faim. » Alors que nous sommes en train de chanter que Dieu nous a bénis. Aujourd'hui, c'est donc un jour de joie. De son côté, Domitien Ndayizeye s'apitoie tellement sur la misère du Burundi que pour lui, il faut un plan Marshall pour le sortir de la pauvreté. Le candidat de la coalition Kila Burundi connaît le responsable de cette situation. C'est le pouvoir actuel qui n'a fait que vider les caisses de l'État depuis 2005. Domitien Ndayizeye promet de sévir sans pitié contre les voleurs. Suivez-le. yo kunyotora yo kumyontora yo kwiba usigaye ari ni nk'umuco. Il y a un mauvais comportement de voler ici au Burundi. C'est devenu comme une culture dans l'actuel gouvernement. Nous allons tirer de l'argent de là également, de ceux qui volent, mais aussi de l'argent qui provient des minerais. Voyez-vous, il y a beaucoup d'argent dans les minerais. Dans l'or, la cassitérite, le nickel que nous allons bientôt exploiter. Tu vois bien que des hommes d'affaires ou encore certaines autorités spéculent et tirent tout sur eux pour pouvoir tout contrôler seuls. C'est pour cela que quand tu observes la situation de ce pays, il y a des gens qui sont plus riches que l'État. Comment peut-on expliquer cela? Nous devons nous pencher sur tout cela, en nous basant sur ce qu'on a établi comme projet primordial. Ça veut dire pourquoi le pays n'a pas pris la ligne tracée par l'accord d'Arusha. Parce que l'accord d'Arusha avait pour objet le retour de la paix et la réconciliation. Mais il y avait un autre grand volet très important sur le développement. Alors, au lieu que le Burundi se développe, ces gens ont mis l'argent dans leur poche. Nous voulons changer cela. C'est pour ça que nous voulons mettre en place ce plan Marshall. Les pays riches avaient promis de nous appuyer depuis 2015. Parce qu'ils ont dit, si vous avez un pouvoir qui organise correctement le pays, sans voler, avec une bonne gestion, nous allons appuyer. C'est cela qui leur a manqué ces 15 dernières années. Ce qui signifie que si les Burundais nous font confiance, nous allons utiliser le bâton pour frapper sur le doigt courbé qui veut tout le temps voler l'argent du pays pour le redresser. Et là, nous allons travailler main dans la main avec la justice et la police que nous allons surveiller au jour le jour. Cette habitude d'être sous les ordres des partis, qu'ils oublient ça, parce que nous serons intransigeants. C'est cela l'intérêt que les Burundais doivent en tirer. Et c'est même ce qui pourra permettre la réalisation de ces projets. Ni naco kishobora kuzotuma niyo migambi ishobora kuja mu ngiro. Quittons politique pour parler santé à présent. Le Burundi a ordonné l'expulsion du représentant de l'OMS et 3 autres experts. Une note du 12 mai émanant du ministère burundais des Affaires étrangères déclare que le docteur Walter Kazadi Mulombo, représentant de l'OMS, et 3 autres experts sont persona non grata au Burundi. Ils ont jusqu'à ce vendredi 15 mai au plus tard pour quitter le pays, selon ce document. Outre le docteur Walter Kazadi Mulombo, représentant de l'OMS
l'OMS au Burundi. Sont également visés 2 employés de l'OMS, le docteur Jean-Pierre Mulunda Nkata, coordinateur de la riposte contre le Covid-19 au Burundi, et Dr Luhana Milindi Bissimwa, chargé du programme contre les maladies transmissibles, et dans consulta le professeur Daniel Tarzi. Ils sont donc expulsés alors que le ministre de la Santé a exclu totalement l'OMS de celle-ci en l'accusant plutôt d'ingérence inacceptable dans sa gestion du coronavirus. Et le ministère de la Santé publique reconnaît jusqu'à ce mercredi 27 cas de coronavirus au Burundi, dont 8 nouveaux cas parmi 1200 personnes testées dernièrement. L'annonce a été faite par Dr Tade Ndikumana, ministre de la Santé. Il interpelle les Burundais à continuer d'observer les mesures d'hygiène prises par le ministère de la Santé. Suivez. Des gens suspectés d'avoir le coronavirus sont plus de 1200, dont 19 cas traités positifs avec les chiffres actuels de 8 nouveaux cas, donc 27 cas traités positifs. Parmi eux, 4 cas sont déjà guéris. Si on essaie de bien voir les médicaments qu'on utilise, qui sont à 4 catégories, c'est-à-dire chloroquine, l'augmenté, le zinc et azithromycine, nous voyons que ce sont des médicaments efficaces. Les mesures du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 restent inchangées. Le lavage des mains régulièrement avec de l'eau potable ou l'usage de l'insecticide. Évitez également de se saluer profondément malgré que c'est une bonne coutume burundaise, mais tout en continuant à vaquer aux activités du progrès national. Et avant de clore cette édition, rappelons que les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce jeudi 206 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance à Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza, où ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozezi et Jide Arimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ce que prend fin ce journal. Merci pour votre attention. À la prochaine.